Bonjour. 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 Donc voilà, on va vous faire une présentation sur notre livre fait à base d'intelligence artificielle et de travaux photographiques que Oui, alors donc on a Romain a une petite extinction de voix. On a imaginé un Paris en ruine en utilisant donc les outils de génération avec l'intelligence artificielle. Oui, voilà, il faut savoir en fait qu'on est deux photographes travaillant sur le sujet des ruines modernes, ce qui a été chapeauté un peu sur la terminologie urbex, donc ce qui consiste à visiter des lieux sans forcément demander les autorisations, et des lieux qui vont changer d'état ou qui sont inaccessibles, ce qui permet de témoigner voilà, d'une histoire qui est un peu oubliée, d'une géographie un peu alternative. Et ça fait plus de 20 ans voilà, qu'on travaille en duo avec Yves. On a fait un premier ouvrage qui s'était assez largement diffusé, qui s'appelle Les ruines de Détroit, sur le déclin de l'ex-capitale automobile américaine. Un travail qu'on a mené entre 2005 et 2010 et qui est sorti chez Steidl, qui avait eu un certain écho à l'époque. Et on continue à travailler ce sujet à travers des ruines modernes qu'on peut essayer de documenter à la chambre, le plus souvent à la chambre 4x5. Et donc voilà, nous on a commencé à faire quelques essais avec l'intelligence artificielle au début de l'année là, et on s'est rendu compte, on a commencé à être troublé. On a imaginé des rues de Paris en ruine, et on était assez troublé de ce que ça rendait. Et donc on a essayé de faire d'autres essais. En fait, il faut savoir que voilà, l'imaginaire post-apocalyptique, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes, que ce soit en BD, chez les cinéastes, dans la littérature, est quelque chose de très présent, autour duquel nous on naviguait, mais sur l'aspect documentaire réel. Et tout d'un coup, on avait Midjourney, enfin en tout cas les intelligences artificielles, qui proposaient quelque part une espèce d'accès à la fiction, comme ça, avec des images qui avaient un rendu photoréaliste. Donc voilà, on a longtemps discuté en fait avec beaucoup d'amis qui sont dans la création visuelle, la création sonore, de l'émergence de ces possibilités-là, avec à la fois une espèce de fascination et une crainte face à cette montée exponentielle voilà, des intelligences artificielles. Et donc voilà, on tournait un peu autour de l'idée et on a fait un premier essai en se disant bon, on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Et pour y revenir, ce qu'a dit Yves, c'est que c'était vraiment troublant. C'est-à-dire qu'on avait eu beau essayer d'anticiper ce que ça faisait, pour y revenir, parce que voilà, le Paris en ruine n'est pas forcément quelque chose de si original dans l'imaginaire, sauf que le résultat nous a vraiment saisis. À partir du moment où on s'est senti troublé, on s'est dit tiens, c'est quand même intéressant d'essayer de faire une petite incursion et d'essayer de se battre, ou en tout cas de collaborer avec l'intelligence artificielle pour voir ce qu'on pouvait en faire. Et c'est là qu'a démarré ce projet. Voilà. Et donc, pardon. Je te laisse renvoyer. Donc là, ce qu'on voit, c'est des photos en ruine. C'est des images qu'on a plus forcément, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On a un peu eu tendance à oublier. C'est que en 1871, donc suite à la Commune de Paris, il y a eu un Paris en ruine. Enfin, il y a eu beaucoup de bâtiments publics qui ont été en ruine. Et il y a eu une sorte de tourisme des ruines à l'époque. Et il y a notamment eu des albums, des campagnes photographiques et des albums photographiques sous forme de livres. Il y en a eu pas mal qui sont parus à l'époque. Et donc voilà, nous, l'idée qui nous est rapidement apparue, comment commencer, c'est de combiner effectivement ces références aux ruines et aux cycles historiques qui sont quand même assez dominantes à Paris, vu qu'on est une ville qui est quand même marquée par énormément de monuments emblématiques,
d'époques différentes qui symbolisent le pouvoir, les achèvements humains avec les musées, les changements de régime politique. Donc on s'est dit que c'était intéressant. Et en plus, voilà, on avait cette référence avec ces photographes qui s'étaient adonnés quelque part à l'exploration urbaine 150 ans avant nous, quoi. Du coup, on est parti. Alors là, ce qu'on vous a mis dans le slideshow, c'est une des images les plus référentielles auxquelles on tenait dans le livre, qui sont donc ces photos de la salle des fêtes de l'hôtel de ville, qui a été incendiée et qui est devenue une des salles iconiques que les photographes sont venus capturer, dont Marville, photographe officiel de la ville, qui était l'un des plus connus à l'époque. Voilà, donc là par exemple on était allé rattraper ces images sur Gallica, donc voilà, fond de la BNF, catalogue numérique, où il y a beaucoup de ces albums qu'on peut retrouver à disposition et qui était donc une source intéressante. Alors là on a recadré et coloré une des images de Marville sur intelligence artificielle pour essayer par la suite, ce qui est un des process qu'on a expérimenté, c'est de mettre plusieurs images et de les synthétiser, car Midjourney, qui est l'intelligence qu'on a utilisée, permet une synthèse entre des images. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un filtre qui est appliqué à l'image, mais plutôt une synthèse de plusieurs visuels. Donc voilà, on a utilisé cette image, une vieille image d'ailleurs prise au portable, redressée pour qu'elle ressemble un peu à la chambre de la salle des fêtes de l'état actuel, qu'on a ensuite retouchée. Donc on a décentré les lignes pour que voilà, ça ait l'air propre. Ensuite, voilà une retouche Photoshop plutôt grossière de là où on veut l'emmener. Et c'est à partir de ces images, donc de l'image historique colorisée, plus de celle-ci, qu'on a essayé d'obtenir notre image. Alors là, voilà, c'était un protocole qui était relativement simple par rapport à d'autres images, où il a fallu synthétiser 5 ou 6 images différentes, les rechanger et faire d'innombrables allers-retours entre Midjourney, Photoshop et d'autres programmes d'extrapolation d'images. Donc ce travail nous a pris 6 mois. On a produit 52 000 images qu'il fallait évidemment choisir, ce qui était assez laborieux, pour obtenir 80 images pour la série donc Les Ruines de Paris. Donc voilà le mélange des 3 images qu'on a sélectionnées. Vous pouvez voir qu'on a rajouté, même si ça ne se sent pas à la fin, de la végétation sur l'image de gauche. C'est grâce aux intelligences artificielles de Photoshop. Donc là, on a ce qu'on voit là. Donc c'est les 3 images que vous avez vues auparavant. C'est ce qu'on donne à l'outil de génération d'intelligence artificielle. Donc en l'occurrence la Midjourney. Donc on lui donne ce que vous voyez là écrit. Donc ce qu'on appelle un prompt. C'est les mots clés. C'est ce qui va le guider. Pour créer l'image qu'on souhaite, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, en image de référence, on lui donne les 3 images que vous avez vues, ces 3 images-là. Et on obtient... Voilà, on a un exemple de ce que ça peut donner. Je crois que tu as la mosaïque qui va suivre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur cette image, le protocole était particulier vu qu'on a utilisé 2 images qui ne sont pas des nôtres, plus un montage d'une image avec les nôtres. Sur certaines images, on a jusqu'à 3, 4, 5 images à nous, plus une image référence qui est la nôtre. Pour d'autres images, on n'avait pas les images références. On va prendre par exemple une image de l'Élysée. Nous ne sommes pas allés à l'Élysée, donc on n'avait pas cette image. On allait attraper celle qui était sur Wikipédia, qui était libre de droit. On l'a mélangé avec des images, nous, de bureaux à l'abandon qu'on avait pris justement à Détroit et ailleurs pour obtenir le résultat escompté. Donc c'est toujours un mélange en fait d'aller-retour entre des images de fond et nos images pour essayer d'avoir un résultat chambre. Donc là, on peut voir une image qui par exemple ne marche pas, parce que ce sont des biais de l'IA, comme il synthétise, mais il pense qu'il y a de la lumière et il va vous mettre des lustres flambant neufs sur une salle qui est supposément en ruine. Donc voilà tous les petits biais qu'il a fallu un peu contourner, ce qu'il a fallu astucier pour changer les images, enlever les lustres sur Photoshop pour les remettre, pour les rééteindre, pour les réinjecter. Donc tout ça est à la fois rapide au départ, et en fait laborieux si on veut diriger et contrôler un petit peu la chose.
Donc là, on a l'image finale, enfin l'image qu'on a sélectionnée, qu'on a réussi à voir. Donc là, on peut voir les lustres carbonisés. Donc tout ça, c'est vraiment, voilà, ce que je disais, vraiment un fruit de quand même d'un peu de travail pour arriver à le forcer à éviter de créer, enfin, à éviter ces sortes d'hallucinations. Et voilà, ouais. Le reste est dans le livre. Voilà. Je sais pas, on n'a pas inclus d'autres images. Donc, le livre voilà. qui est paru aux éditions Albin Michel, voilà. Et Oui. dont Nathan a écrit un texte. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nathan Devers, je suis écrivain. Et en effet, quand notre éditeur commun, Nicolas de Cointec, qui est ici, m'a montré vos œuvres, et entre parenthèses, je ne sais pas comment appeler ce qu'on est en train de voir là. Est-ce que ce sont des photographies? Pas totalement. On pourrait plutôt opter pour le mot d'image ou de création, tant on a affaire à quelque chose d'hybride. Ces images m'ont aussitôt parlé. Elles m'ont aussitôt parlé pour beaucoup de raisons, mais comme aujourd'hui on est réunis pour parler essentiellement de la question du livre numérique, j'aimerais revenir sur une des choses qui m'a le plus interpellé dans votre travail et que je trouve fascinant. On vit évidemment dans une époque où on voit que ce que les médias appellent l'émergence de l'intelligence artificielle, elle n'est absolument pas apparue au cours de ces 10 dernières années, elle existait depuis bien longtemps avant. L'intelligence artificielle, j'y reviendrai dans une seconde, mais c'est avant tout un programme de recherche qui remonte, enfin, dont les origines remontent aux années 1940 aux États-Unis. Mais en tout cas, dans ce moment qu'on traverse, où l'intelligence artificielle produit des résultats qui sont extraordinaires, exceptionnels, qu'il s'agisse de Midjourney, qu'il s'agisse de ChatGPT, on voit bien que dans tous les métiers entre guillemets intellectuels, et particulièrement les métiers créatifs, particulièrement les métiers artistiques, il y a une très grande inquiétude de se dire, et si demain l'IA se mettait à créer à notre place et à créer mieux que nous? Pour citer juste une anecdote, l'année dernière, et il y a 2 ans, il y a eu une grève massive à Hollywood, qui était une grève record qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 40 ans aussi longue, de la part notamment des scénaristes américains. Et leur revendication majeure, première, c'était la crainte de se dire peut-être que demain, ChatGPT pourra écrire des scénarios de séries à notre place et que les producteurs ne feront plus appel à des scénaristes de chair et d'os qui sont lents, qui travaillent de manière laborieuse, lente, avec leurs failles, etc., alors qu'une intelligence artificielle pourra le faire mieux. Évidemment que cette crainte, elle existe qu'elle peut exister aussi dans le monde de la photographie. Mais moi, ce que j'ai trouvé extrêmement à la fois courageux et fécond dans le travail qui a été le vôtre, c'est que finalement, vous avez voulu ne pas être prisonnier de cette crainte. Je ne sais pas si la peur fait beaucoup réfléchir, mais essayer de faire un travail commun avec, en l'occurrence, l'IA. Je ne sais pas si on peut dire que l'IA est co-artiste du livre, si on aurait pu la mettre, même la mentionner parmi les auteurs. Je pense que non. Je pense que l'IA, telle que vous l'avez utilisée, comme vous l'avez très précisément expliqué, était en quelque sorte une sorte de support qui dialoguait avec vous, mais où il y avait toujours un regard avant tout humain. Et en l'occurrence, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que certes, aujourd'hui, l'art est peut-être un peu menacé par les nouvelles formes d'intelligence artificielle. Mais la question qu'on peut se poser en voyant vos images, c'est est-ce que l'art n'a pas toujours été trouvé le paroxysme de sa créativité dans les époques où il était menacé? Je vous donne un exemple historique très simple. Au moment de l'apparition de la photographie, 19e, 20e siècle, et du moment où la photographie se met à se répandre, vraiment, où tous les écrivains, les gens, les individus, au lieu d'aller se faire le portrait par des peintres, vont se faire photographier par Nadar à Paris. Bon, il y a évidemment à ce moment-là un immense vertige qui saisit les peintres. Se disent, bon, bah, si la photographie fait en 2 minutes ce que nous, on met des semaines ou des mois à faire, le tableau d'une ville, d'un portrait, de quelqu'un, on est complètement foutu. Et en l'occurrence, ça a donné exactement l'inverse. Dès lors que la photographie s'est mise à se substituer à la vocation strictement réaliste de la peinture, ça a engendré, je crois, les mouvements les plus, en tout cas c'est subjectif ce que je vous dis, mais peut-être les plus intéressants de la peinture européenne au début du XXe siècle, le surréalisme, etc. Et je crois que c'est exactement ce que vous avez fait. En fait, dans ces œuvres, en créant des ruines qui n'existent pas, d'une ville qu'on connaît par cœur, et il y a 2 paradoxes à ces images. La première, c'est que normalement, quand on voit des ruines, prenons chacun des exemples, quand on visite les ruines du Colisée, quand on visite les ruines de Pompéi ou que sais-je, quand on voit des ruines, en règle générale, tout le travail qu'on fait
inconsciemment, c'est un travail d'imagination de l'absence. On voit un Colisée qui est à moitié effondré, qui est incomplet, avec l'arène qui est complètement détruite, etc. Et on essaye mentalement, en tant que touriste, que visiteur, d'imaginer ce que le Colisée était à l'époque du 1er, du 2e siècle de notre ère, à l'époque de la Rome antique. Quand on voit vos images, on fait exactement l'inverse. Parce que finalement, les ruines de Paris est une ville qui nous est familière, est une ville qu'on connaît par cœur, qu'on y habite ou non. Et donc, c'est une ville, la réalité, on l'a déjà. Donc, le travail d'imagination que vous nous incitez à faire, c'est précisément l'inverse. C'est de voir la réalité dans laquelle nous sommes, là, quand on sortira tout à l'heure de la BNF, qu'on ira se promener pour rentrer chez soi, de voir nos rues en se projetant dans les images que vous avez inventées. Et donc, ce que je trouve, en fait, extrêmement fort, c'est que vous avez, dans ce travail-là, libéré la photographie de l'emprise du réalisme. La photographie, beaucoup plus que la peinture, c'est un art qui, normalement, a pour vocation, a pour mission presque tautologique, c'est presque dans sa définition, que de photographier le réel, c'est-à-dire de montrer le réel tel qu'il est. En philosophie, on fait cette distinction entre la réalité actuelle et la réalité potentielle. La photographie, par principe, ne montre que la réalité actuelle. Et là, voyez-vous, avec l'hybridation que vous avez proposée avec l'intelligence artificielle, eh bien, vous avez fait en sorte que la philosophie puisse s'émanciper, se libérer de cette volonté qui était peut-être une sorte de carcan, de dire la photographie doit montrer le monde tel qu'il est, hic et nunc, ici et maintenant, etc., pour montrer le monde tel qu'il est dans ses aspects de monde possible. Et finalement, c'est peut-être la vocation aussi de la littérature. La littérature, à la différence de la photographie, c'est un art qui s'intéresse à la construction de mondes qui n'existent pas, à essayer de voir l'altérité là où dans la vie quotidienne on peut être tenté de voir toujours l'identité et les évidences. Et en un sens, peut-être que vous avez fait en sorte que la photographie puisse devenir en quelque sorte un peu littéraire, qu'elle ait autant d'imagination que la littérature. Si je dis pour cela, c'est parce que je crois, quand on réfléchit aujourd'hui sur le livre numérique, et en effet, le livre qu'on a fait ensemble, Les ruines de Paris, est en un sens, non pas un livre numérique, mais un livre fait aussi avec le numérique, je crois que ça résume vraiment les enjeux du défi qui est le nôtre aujourd'hui. Ou bien on peut être dans une attitude de crainte, de défaitisme, d'estimer que l'intelligence artificielle va tuer toute créativité humaine, ou bien au contraire, on se dit que l'intelligence artificielle, ce qu'elle est capable de répliquer, et en effet mieux que nous, ce sont peut-être les tâches les plus mécaniques qui existent dans le travail de l'artiste, et que donc en un sens, ça va permettre aux artistes de s'humaniser encore davantage, de redoubler de créativité, puisque cette intelligence artificielle, il faut moins la voir comme une rivalité, que comme une occasion de vraiment créer un dialogue, presque une danse féconde dans la manière dont vous avez donné sans cesse des instructions, qu'elle était parfois insuffisante, qu'il fallait que c'était vous qui aviez l'idée et l'imagination. Donc voilà en quelques mots, moi, ce qui m'a interpellé dans votre travail et qui, à mon avis, pose des questions au-delà de la question des ruines, au-delà de la question des ruines de Paris. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire sur la représentation que vous faites de toutes les inquiétudes liées aussi à la collapsologie. On ne sait pas pourquoi Paris est en ruine dans votre travail. On peut imaginer que peut-être l'humanité a disparu, que la France est devenue une terre abandonnée, qu'il y a eu une catastrophe nucléaire, que c'est le réchauffement climatique. On peut tout imaginer. Mais donc au-delà de ces questions, je crois que c'est aussi presque une sorte de mode d'emploi de comment chacun et chacune peut essayer de s'approprier l'intelligence artificielle pour renouveler profondément et radicalement ses pratiques artistiques et créatives. Je crois qu'on va bientôt s'arrêter là. Si vous voulez me dire le mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup. On a pris un petit peu de retard. Alors, une mini question de l'éditeur. Une question qui pour faire peur à l'auditorium. Est-ce que vous pouvez raconter la nuit au Moulin Rouge ? En version courte. Très courte. Ouais, je vais essayer parce que c'est pas mon fort ça. Oui, si tu veux. Oui. Ouais, non, en fait, donc dans les biais de l'IA, par exemple, si vous lui demandez une piscine vide, il n'y arrive pas. Et donc, à un moment, on a, nous, essayé de faire le Moulin Rouge, qui était un des passages obligés. Et on a passé 2 heures à demander à ce que le Moulin Rouge soit décati, dilapidé,
en multipliant les prompts. On était chez Yves en parallèle, en travaillant, et en insistant particulièrement sur ce fait-là. On n'a jamais réussi à voir l'image, en réalité, parce que le moulin apparaissait invariablement propre et rutilant, tout rouge. Et c'était particulièrement marquant avec le Moulin Rouge. Donc on a insisté pendant 2 heures, on a mis énormément de prompts, Dilapidated Wings, Broke the Wings, jusqu'à finir par arrêter à 2 heures du matin parce qu'on en avait marre. On s'est dit bon voilà, on finira ça par nous-mêmes en retouche sur Photoshop. On ferme le PC et donc 24 heures plus tard, on apprend au journal le matin que les ailes du Moulin Rouge sont tombées pendant la nuit. Donc c'était évidemment assez troublant. Heureusement, ce qu'on disait, voilà, c'est que les autres monuments qu'on avait déjà générés ne sont pas en ruine. Mais c'est vrai qu'on a eu un peu peur quand le livre allait sortir. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3. Donc là, je crois que tout le monde va être obligé d'aller l'acheter.